Ça a été un choix de quitter la Courtine pour venir ici? Et ben il fallait trouver un établissement adulte parce qu'il arrivait au bout de... Normalement c'est 18 ans, là, je crois, à la Courtine, et il fallait trouver un autre établissement pour adultes. Et nous, on ne voulait pas d'établissement 365 jours, on voulait accueil de jour. Et pour quelle raison, du coup? Voilà. C'est notre maxime, enfin c'est mon maxime. Et à la Courtine, il dormait, il avait quand même 2 nuits par semaine où il était interne. Bon, après, on a trouvé une structure de jour, il y avait un internat, donc c'était notre choix. Et bon, maintenant, à l'heure actuelle, on se pose la question de savoir quand même essayer de le mettre peut-être une nuit de temps en temps dans un établissement d'accueil temporaire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Qu'ils connaissent, ils ne se retrouvent pas là, complètement perdus. Quand on vous a dit, excuse-moi Vincent, quand on vous a dit qu'il devait aller sur un établissement adulte, pour vous, à cette époque-là, vous pensiez être adulte? Ça vous paraissait logique qu'on vous dise ça? Alors oui, parce que les 2 dernières années, quand il était donc à la Courtine à Miremont, il était plus tellement bien, il déprimait, il avait envie de passer à l'étape du dessus. Il était donc, trop grand par rapport aux autres. Ouais, et donc, bien sûr que nous, ça nous faisait plaisir aussi qu'il passe à cette étape-là d'adulte, et c'était lui qui était volontaire. Donc nous, on avait juste à accompagner, et c'était pas tellement un souci pour nous, quoi. Est-ce que justement ce passage aux 18 ans, avec le fait qu'on vienne vous dire, là il va falloir faire des démarches administratives, parce que légalement parlant, oui ça restera toujours votre enfant, mais en tout cas comme n'importe qui à ses 18 ans, les parents n'ont plus la main sur... Est-ce que du coup ça correspond à un rite de passage pour vous, même avec Anthony, comme n'importe quel enfant qui va passer à l'âge des 18 ans? C'est très difficile en fait, parce qu'Anthony on sait qu'il va vers ses 18 ans, mais avec le cœur assez lourd en fait, parce qu'on sait que 18 ans c'est un chiffre et qu'Anthony il est très loin du vrai chiffre que correspond, de la vraie signification des 18 ans. Et là c'est une transition. Et là on refait un petit peu, c'est bizarre parce que ça fait déjà quelques temps que j'y pense et je me dis l'année prochaine, 18 ans, Anthony, mais en fait ça ne changera rien en fait. Mais si, légalement si, mais pour nous rien, il sera toujours avec nous à la maison, il fera pas son permis comme les autres, oui je le dis, il ira pas faire son bac, il a pas eu son brevet, enfin toutes ces choses, on rajoute encore du négatif et dans ces changements, parce que finalement on avance, mais on n'avance pas tant que ça. Là, ouais, c'est très difficile en fait. Ce moment-là, il est difficile, et j'avoue même avoir dit que je ne veux pas qu'on fête les 18 ans d'Anthony. Ouais. Dans la symbolique, c'est compliqué. Je pense que déjà sur le secteur, entre un secteur enfance et un secteur adulte, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnement et de moyens humains, déjà on est sur un fossé. On est sur un fossé au niveau des professionnels, on est sur un fossé au niveau du plateau technique qu'on peut avoir, au niveau souvent, quand une personne en situation de polyhandicap passe du secteur enfance au secteur adulte, il y a moins ou plus de psychomotricité, il y a moins de kiné. On ne parle même pas de cette pénurie de professionnels qu'on a aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que dans le fonctionnement même, il y a un fossé entre le secteur adulte et le secteur enfance. Et puis après, on peut avoir des personnes qui arrivent, qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui vont côtoyer des personnes de 40, 50, 60 ans, dans le sens où quand les personnes rentrent à la masse, en règle générale, quand elles en sortent, c'est avec un décès. Et les places, elles se libèrent comme ça aussi en même temps. Donc automatiquement, que ce soit
au niveau du fonctionnement et l'organisation en termes de personnel, on n'est pas sur la même configuration. Et effectivement, elle quitte un secteur enfance où il peut y avoir des tout petits, des adolescents, et qui vont côtoyer des personnes de 40-50 ans. Et c'est souvent un retour de famille qu'on peut avoir sur des premières visites au niveau de la masse, quoi, en disant oh, moi c'est encore mon bébé entre guillemets, quoi. Et là ils sont confrontés à des personnes qui ont 40, 50, 60 ans. Donc rien que ça, c'est violent, je trouve. Non, on ne nous avait pas vraiment expliqué. Bon, on savait qu'ils allaient être moins encadrés, mais comment ça allait réellement se passer? La seule chose qu'on savait, c'est qu'une fois qu'ils sont dans cette MAS, ça sera l'internat de semaine en tout cas, et qu'il n'y aura plus de transport, que les parents devront assurer le transport eux-mêmes. C'était la seule chose qu'on nous avait dit, auquel il fallait aussi se préparer. Mais sinon, on ne savait pas comment était le fonctionnement de la MAS. C'était donc, elle passait d'un accompagnement de journée à un accompagnement en internat, c'est ça? C'est ça. Malgré que, ce qui était bien, c'est que Mélanie avait déjà décidé d'aller à l'internat avant, à l'IEM, où elle faisait un internat de semaine sur sa demande. Et après, elle s'est un peu rétractée en disant non, finalement, je ne veux plus. Mais donc, on a dit, maintenant qu'on avait quand même mis tout en place, au niveau de la MDPH, on avait les autorisations, on était resté sur un internat, un semi-internat, c'est-à-dire 2 nuits à la maison, 2 nuits à l'internat. Et donc, elle avait déjà eu cette coupure avec la famille avant d'aller à la MAS, malgré que c'était quand même dur. Les premiers jours étaient très très durs quand tu es arrivée à la MAS. Mais elle s'est vite trouvé un copain. Et du coup, c'était moins difficile de se séparer des parents. C'était toujours le lundi, le jour de retour, qui était un peu compliqué. Mais la première fois qu'on l'a cherchée pour aller en vacances, elle pleurait parce qu'elle devait partir de la MS. Elle devait laisser son copain. C'était qui ton premier copain? Comment il s'appelait? Tu te rappelles? Ah si. Comment il s'appelle? Tu le vois toujours encore? Oh là là, tu veux pas le dire. Des droits des personnes, des mesures de protection, etc. Et vous êtes passé aussi par là. Oui. Contraint et forcé. On est passé. Mais même si à chaque fois les parents nous disent c'est notre enfant, ce sera toujours notre enfant, pourquoi il faut faire cette mesure particulière, etc. Il se trouve que contraint et forcé. Ça s'appelle la naïveté, où on se voile les yeux. Mais oui, à un moment, il faut qu'il ait une carte vitale à son nom. Oui, à un moment, il lui faut une carte d'identité. Parce qu'il y a un moment, il va toucher les allocations adultes handicapés et qu'il faudra lui ouvrir un compte. Et que pour lui ouvrir un compte, il faudra ses documents et en plus être tuteur. Donc voilà, toutes ces étapes-là, on les subit et on est toujours à la course. Parce que vous prenez votre enfant, n'importe lequel, vous allez à la mairie, il met son empreinte et il a une carte d'identité. C'est un peu plus compliqué là, de faire un relevé d'empreinte. Donc tout ça, c'est des choses où malheureusement vous les découvrez. Il y a toujours des gens pour vous aider, mais c'est toujours la course contre le temps. Et ce que moi je trouve dommage, et ce qu'on trouve dommage, c'est que quand votre enfant rentre dans un institut à 11 ans, 12 ans, on ne vous a pas dit qu'à partir de 15 ans, ça va commencer à être galère. Et que si vous ne les prenez pas dans l'ordre, ça va être de galère en galère, et de galère en galère, et de galère en galère. Donc il manque juste ces petits jalons, comme un post-it sur le frigo. Oublie pas, à 15 ans, il faut ça, à 16, il faut ça. Et une carte d'identité à 18, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Voilà, on en est là. Donc voilà, je pense que sincèrement, il manque un rétro-planning. Juste un rétro-planning. Voilà. Pour qu'il puisse vivre et qu'on puisse... il lui faudra un moment toucher des allocations parce qu'il y a le droit, parce qu'il lui faudra une sécu et que pour ça, il faut. Et c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste connaître le principe, le process et les jalons. Et une fois que vous avez ça, je pense que ça s'appréhende relativement facilement. L'idéal, comment vous organisez? Si on vous disait, organisez les choses,
Ça serait à quel âge la fin du secteur enfance et le début du secteur adulte? Le souci, c'est qu'en fait, elle est déjà posée à 18 ans pour certaines démarches. C'est un peu compliqué aussi, je pense, dans la tête des parents. Même en tant que professionnel, on se dit la majorité est à 18 ans, donc il y a plein de démarches à faire à 18 ans. Sauf que, voilà, la majorité pour les personnes en situation de handicap, c'est 20. Donc il y a 2 ans quand même. Enfin, voilà, il y a déjà une difficulté il y a 2 âges différents. Après, je sais pas s'il y a un âge idéal. Je pense que ça dépend aussi de chacun, du parcours qu'il a, depuis quand il est dans l'institution. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai des ados, je pense à 2 ados qui ont 17 ans, donc pas tout à fait en bout de course à Clinchat, mais qui sont arrivés chez nous à l'âge de 3 ans. Et je trouve déjà que le temps est un peu long, finalement, et qu'il aurait fallu vivre des changements avant ça. Enfin, je veux dire, un enfant ordinaire, il va à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, c'est déjà des rites de passage. Un jeune, quand il arrive à Clinchat, entre 3 et 20 ans, des rites de passage, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc moi, je trouve qu'il faudrait même déjà avoir des changements dans le secteur enfant. Je vais vous dire, je peux pas dire, on a peut-être été responsable là. On l'a un peu coucouné, pas comme un adulte. Et ça, on en est responsable parce qu'on voulait le protéger, mais on ne le protégeait pas. Parce qu'il n'a pas eu sa vie de liberté un peu. Enfin, non, on l'a trop coucouné, voilà ce que j'en reconnais. Un autre problème, c'est qu'il était très fragile. Le Souvent. moindre courant d'air, le moindre coup de froid, Malade. allez, 42 fièvres. Donc, Donc il fallait le garder à la maison, souvent, ça arrivait souvent. Et heureusement qu'on avait des supérieurs qui étaient très coopératifs et qui nous trouvaient des remplaçants, oui. Qui nous donnaient des congés. Ils nous envoyaient des remplaçants pour qu'on puisse s'occuper de lui. Ça, il faut reconnaître qu'on a été gâtés au niveau académique. Mais je crois qu'on ne l'a pris en charge d'adulte que lorsqu'il était au foyer. C'est là qu'on a compris qu'il est adulte. Oh. Et je crois que Il avait maintenant, quel âge quand il est rentré au foyer? 19 ans. 19 ans. Ouais. Je crois que maintenant, c'est un adulte et c'est encore un enfant. C'est encore notre enfant. Bien qu'il soit adulte. On est encore un peu, oui, on est encore un peu responsable parce qu'on l'a, comment je veux dire. On a toujours eu peur pour sa santé. Voilà, c'est surtout ça, on le protégeait parce qu'il faisait des rhinos sans arrêt. Et puis des étouffements, donc il faut intervenir, il faut être là. C'est ce qui fait. C'est vraiment la partie pour vous médicale qui fait que vous n'arrivez pas véritablement à le considérer comme adulte indépendant. Maintenant, si. Maintenant, oui. Maintenant, ça y est, on y est. Il a quel âge? 54 ans. Le passage d'un centre enfant à un établissement adulte s'est passé progressivement. 1 an avant mon passage à la vie adulte, j'ai quitté le pôle classe pour me diriger vers un groupe éducatif afin de me préparer à mon futur départ. En amont, j'ai effectué plusieurs visites à la maison d'accueil spécialisée avec mon éducateur et mes parents avant de décider si c'était vraiment le bon établissement pour moi. En amont de mon entrée à la maison d'accueil, j'y venais chaque lundi après-midi pour faire une intégration en douceur. Mes craintes étaient de me sentir délaissé, de ne pas savoir quoi faire de mes journées. Je craignais de quitter un environnement que je connaissais sur le bout des doigts. Mes plus grosses préoccupations à l'approche de ma majorité étaient le fait que j'allais avoir une mesure de protection pas toujours facile d'accepter, de n'être pas toujours libre de ses propres décisions. Le nouveau mode de vie que j'allais découvrir dans mon nouvel établissement, quitter le personnel qui s'occupait de moi depuis mon enfance, me perturbait aussi. À cette époque-là, je ne pensais pas du tout à l'autodétermination. Mes parents et moi étions au cœur du projet du changement d'établissement. Mon nouvel établissement a tenu compte de mes habitudes de vie. Celui-ci a accueilli mes rééducateurs et mes accompagnateurs pour avoir toutes les informations concernant ma situation. Le fonctionnement du centre enfant fait qu'il y avait un nombre limité de personnes soignantes qui m'accompagnaient pendant mes soins de nursing. En effet, chaque enfant était dans un groupe où il y avait toujours les mêmes personnes soignantes tout au long de l'année.
Nous avions pris l'habitude de dévoiler notre intimité à seulement 4 ou 5 personnes pour nous mettre aux toilettes, ce qui m'allait très bien puisque je voulais préserver mon intimité. Enfant, le personnel soignant ne s'occupait pas de ma douche, c'est ma mère qui le faisait, parce que je rentrais tous les soirs chez mes parents. À mon adolescence, je passais la semaine à l'internat. Une fois de plus, il n'y avait qu'une personne pendant un semestre qui m'accompagnait à la douche, ce qui me confortait dans mon idée de me montrer nu à très peu de gens à la fois. En arrivant à la maison d'accueil spécialisée, toute habitude et mes repères ont disparu. Il n'y avait plus ce rituel où je savais qui allait arriver pour s'occuper de moi. Le choc était radical. N'importe quel soignant pouvait arriver pour me mettre aux toilettes, ou aussi me lever pour aller à la douche, ce qui me perturbait de devoir laisser tout ce monde s'occuper de mon corps. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Ça peut être aussi une personne différente entre les moments que celle-ci me lève pour m'installer aux toilettes et entre les moments où quelqu'un m'accompagne à la douche. J'ai dû, en quelque sorte, mettre ma pudeur de côté. Il les considère adultes sur tous les sujets qui pourraient concerner des adultes? Non. Non. Vous considérez vos enfants sur tous les points comme des adultes? Non, c'est moi qui fais l'interview. Moi, je pose des questions. Alors, sur quel point ils les considèrent pas comme des adultes? Sur la sexualité. Et ça, c'est vraiment difficile de rentrer dans l'intimité des familles en parlant de la sexualité, de leurs enfants, leurs envies, leurs besoins. Et ça, c'est tout un travail au quotidien qu'on essaye d'emmener dans différentes choses, mais c'est compliqué. Et puis pour le coup, c'est propre à chacun aussi. Parce qu'il y a des familles où, oui, la sexualité, ouais. la sexualité est un grand tabou. Ça, on ne peut pas se le cacher. Mais par exemple, pour une famille que j'ai en tête, c'est l'autonomie. La peur de l'autonomie. Parce que du coup, plus elle prendra d'autonomie, plus elle pourra se mettre en danger. Donc si par exemple, elle se dit, elle veut faire son déjeuner, il y a des risques de se coincer les doigts, des risques de tomber, des risques de se casser des choses, donc du coup de se blesser. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Mais sur le point de la sexualité, je sais que c'est un travail qu'on a amené c'est vrai que depuis que je suis là, ça a été des questionnements, on s'est questionné, on a eu des groupes de travail, on a travaillé sur ça, et beaucoup de familles, certaines familles étaient tout à fait en accord avec soi, voilà, je sais que mon enfant a besoin, et d'autres familles, on ne pouvait pas en parler. C'était un sujet tabou, voilà. On sait qu'elle a des envies, on sait qu'elle a besoin, et pour eux, non, vous inquiétez pas, non, ma fille va bien, elle n'a pas besoin d'aller, la pilule, rien que la pilule. Question de parler de la pilule, ma fille n'a pas besoin de pilule. Et pourtant, de temps en temps, après, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais de temps en temps, on a besoin parce qu'elles ont des règles abondantes, que ça peut aider, et que pour eux, la pilule dit, l'acte sexuel, non. Est-ce que, peut-être, tes relations amoureuses, elles ont changé depuis que tu es adulte? Ouais, ok. D'accord. Est-ce que tu as plus, peut-être, d'amoureux ou d'amoureuses depuis que tu es adulte? Ouais. D'accord. Est-ce que tu trouves que depuis que tu es adulte, tu cherches plus à discuter avec les gens? Est-ce que tu es plus en train de chercher à les interpeller? Ouais. Comment tu fais pour interpeller les gens? Tu nous montres? Ok. Tu appuies sur ton bouton. D'accord. Et enfin, est-ce que tu trouves que ta parole, la manière dont tu communiques, quelle qu'elle soit, est-ce que tu trouves qu'elle a plus d'importance depuis que tu es adulte? Ouais. Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais l'impression qu'on t'écoutait moins?
D'accord. Et éventuellement, moi la question que je me pose, c'est effectivement, vous parliez de sensorialité, mais j'imagine qu'ils ont, enfin j'ai même pu observer un petit peu, mais ils ont des relations aussi entre eux. Est-ce qu'ici les câlins sont autorisés entre pairs? Est-ce que vous l'avez déjà envisagé? Est-ce qu'ils ont la possibilité de prendre du temps à deux, peut-être dans une pièce à part? Enfin voilà, comment vous envisagez ça, vous construisez ça? C'est pour ça quand j'abordais l'usager qui disait bah voilà, j'aimerais faire l'amour avec quelqu'un, bah, c'est vrai que cette personne a un rapport un peu plus proche avec notre usager. Mais cet autre usager n'a peut-être pas cette notion-là en fait. C'est ça la problématique. Voilà, il y a ça aussi. Il y a ce côté déjà. Moi je veux, mais est-ce que l'autre veut? Et il y a certaines personnes où on ne peut pas avoir l'accord ou le désaccord. Voilà, où s'arrête. Donc après, voilà, il peut quand même faire. On voit qu'il y a des gestes d'amitié, il va chercher la main, il peut rester des heures à côté de lui à lui parler, ou lui mettre la tête dessus. On voit qu'il n'y a pas de repos, etc. Il ne repousse pas, mais en tout cas, on n'a pas eu une demande. Si, du coup, de la part de quelqu'un. Oui, quelqu'un a fait une demande et on lui a expliqué justement peut-être que cette personne n'a pas ces capacités cognitives d'eux, mais il avait fait quand même la demande effectivement si il pouvait s'isoler, avoir un temps. Voilà, mais bon. Après c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, non, ce que j'entends, c'est que outre le champ du possible de votre établissement et de la possibilité de l'offrir, c'est surtout cette histoire de consentement. Il y a ça, et puis la question de se poser de, comme on a un accueil de jour, il n'y a pas de lieu propre à eux, en fait. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de... Voilà. Donc tout ce qui est respect d'intimité, et puis est-ce que c'est les endroits appropriés pour faire ça, quoi. Donc c'est quasiment l'offre aujourd'hui qui est représente votre service, c'est-à-dire un accueil de jour, mais peut-être pas forcément propice à la vie intime, ou pas forcément autant peut-être dans votre... Ça peut être quand même... On fait quand même des choses qui sont quand même intéressantes, c'est-à-dire que on a certaines personnes ici qui prennent des douches, ou simplement ça. Je sais que certaines personnes avec leurs parents n'ont pas le droit de toucher, de se découvrir. Et ça, on sait qu'en tant que professionnel, on lui permet de le faire du coup plus qu'à la maison, parce que on a une relation différente, c'est pas notre enfant, donc voilà. Et donc ça, on sait que par rapport à un accueil de jour ou 365, on peut le faire quand même. Il y a des trucs quand même qu'on peut faire et qu'on fait. Mais voilà, on sait qu'il y a des limites. Mais... justement, quelles limites? C'est un peu ça la question. Vous venez d'évoquer les besoins d'adultes. Vous y metteriez quoi, par exemple, comme besoin d'adultes? Tous. Culturel, d'échange, de niveau de langage, d'activité, sensoriel, sexuel, tous les besoins qui peuvent être liés à ce qu'on a tous vécu, c'est-à-dire une puberté, des désirs, la découverte de notre propre corps, pourquoi pas la découverte du corps des autres. Donc c'est tout un questionnement qui fait que oui, c'est le passage à l'âge adulte. C'est des questions qu'on se pose depuis longtemps, nous, dans la cellule familiale. On échange beaucoup ici avec les différents intervenants. Comment dire ça? On sait que le sentiment ou l'envie ou les hormones font qu'il y est. Est-il en capacité de se satisfaire? Il semblerait que plutôt oui. Est-ce qu'on lui laisse le moment? Oui aussi. Est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit lui apporter d'autres solutions vis-à-vis de gens qui pourraient l'assister dans une sexualité ou dans une sensorialité? On se pose la question, est-ce qu'on n'ouvrirait pas quelque chose qui serait une frustration plus qu'un plaisir? Enfin, tout ça est très complexe. Le sentiment amoureux, ou tout du moins de... Comment ça? On sait qu'il tombe amoureux. Moi, je sais et je sens qu'il peut tomber amoureux. Pardon. Est-ce que je dois l'aider? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus dur de ne pas savoir, ou est-ce que c'est plus dur de savoir et de ne pas pouvoir? Je ne sais pas. Alors, vous pouvez vous accepter de nous en parler, de nous raconter? Mais bien sûr. Alors, c'était... c'est vrai qu'en fait, il est arrivé à la maison, avec mon mari, parce que j'étais encore pas divorcée. Donc avec mon mari, on avait des relations de couple.
Et je voyais que mon frère, il faisait la tête, il nous regardait, tous les deux. Puis il regardait en bas, donc en bas, je comprenais. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis c'est vrai que quand il était petit, quand on le lavait ou quoi que ce soit, il y avait toujours des érections. Et donc ma maman, comme Eric était en demande, ma maman le faisait, elle-même. Donc quand mon frère est venu à la maison, j'ai continué parce qu'il faisait la demande. Voilà. Puis au bout d'un moment, il me faisait comprendre qu'en plus, en venant ici, il avait dû faire allusion aussi. Donc il me faisait comprendre qu'il voulait les connaître, voir. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais essayer de me renseigner, mais alors en France, quelle galère. Ouh, c'est pareil, hein, c'est catastrophique. Hein. Donc avec Épinal, on a cherché où on pouvait le faire. Et du coup, en Suisse, ils le font, parce que c'est autorisé. Donc je suis passée par un organisme en Suisse, et puis on a fait les démarches, et on y a été. J'ai été là-bas ensuite. Mais c'est très compliqué, puis moi aller en Suisse et tout, c'est galère, quoi. Enfin, il l'a eu une fois, et ça lui a plu, il était content, justement. Ça lui a un peu trop plu, donc il voulait recommencer. Et moi, je lui ai dit, t'es bien gentil, mais écoute, c'est trop la galère, quoi. Je vais essayer de trouver, donc, un autre truc. Et là, je suis passée par une association, bon, c'est pareil. Enfant, c'est pas marqué, c'est pas dit que c'est association pour ça, hein, on est d'accord. C'est pour autre chose. Donc, je les ai contactés. Il faut être abonné, hein, donc vous donnez 10 €, je crois, par an. Et après, vous envoyez un mail et ils vous envoient quelqu'un à la maison. Et je suis passée par cet organisme. Et on lui a refait, je lui ai fait 2 fois. Donc voilà. En plus, il se déplaçait à la maison. Donc, quel bonheur pour moi, hein, c'est surtout ça, quoi. Hein, parce que et en plus, on est tombé à chaque fois sur des personnes très bien. Parce qu'au départ, c'est simplement pour un contact. D'accord, c'est pas pour plus. Et c'est vrai que sans arrêt, quand je suis tombée sur 2 personnes, elles ont fait découvrir vraiment tout. Donc là, elle était aux anges. Et moi aussi. Donc voilà. Alors, il y a toutes sortes de profils. Il va y avoir des parents très au clair et qui vont faire les mêmes observations que nous, parce qu'on adapte quand même. On va pas en parler si on note pas forcément de besoins spécifiques. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de gros troubles ou que le jeune n'est pas en demande ou à la recherche de ce genre de choses, on va rester sur les émotions, on va rester sur la découverte du schéma corporel. On va pas forcément sur les changements du approfondir. corps, sur la pilosité, sur les changements qui peuvent arriver. Voilà. Et il y a toutes sortes de profils. Des parents qui vont être très au clair et qui vont être à l'écoute et qui vont entendre et prendre les conseils et être en adéquation avec ce qu'on va proposer. Et on a aussi eu le cas de parents qui, c'est leur enfant, quand c'est notre enfant, c'est pour tous, hein, un enfant handicapé ou pas, ça reste compliqué. Et qui du coup vont dire, voilà, moi je vois pas la même chose que vous, ou je veux... Non, j'ai pas envie d'en parler parce qu'il y a aussi le côté culturel qui peut interférer avec ce sujet-là. Et donc on l'aborde quand même en équipe pluridisciplinaire. On l'aborde dans le cadre du projet personnalisé. Des fois on essaye un petit peu de dévier pour dire voilà ce qu'on peut tester si vous pensez que c'est pas la découverte du corps et c'est plus parce que il y a une envie d'uriner, on peut faire un test et puis mettre le jeune sur les toilettes et puis voir un peu selon les observations. Enfin voilà, on va essayer d'amener le parent à prendre en considération ce besoin. Après, c'est quand même marqué aussi dans le projet de l'établissement. Enfin, dans le projet de l'établissement, tu as la charte. On a aussi, nous, dans notre petit livret qu'on remet aux familles au mois de septembre, voilà, il y a aussi indiqué les activités qu'on va faire. Donc, ça apparaît aussi qu'on fait la vie affective. Donc, il y a quand même des écrits qui sont présents. Après, le parler naturellement avec les familles, c'est moins évident parce que voilà, pour eux, c'est leur enfant et que c'est un peu compliqué de se rendre compte que eux aussi peuvent avoir une vie affective et sexuelle. Ça, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, pour eux, ça reste encore des enfants. C'est pas Quand on dit enfant, c'est ça. Ils les voient pas un peu plus grandir et devenir un peu plus adultes. Et puis c'est pas facile. D'aborder la vie affective et sexuelle de ton enfant, handicapé ou non, ça reste quand même délicat. Ça passe par nos projets d'établissement, comment on le construit avec les équipes. Ça passe par un comité de direction de la ligne qu'on
qu'on donne, qu'on réfléchit, ce qu'on tient. Avec les équipes, on peut les questionner très régulièrement les questionner et leur demander de réfléchir en fait sur dans le polyhandicap. On sait qu'on peut être très très vite dans la routine, on peut très très vite s'enfermer dans le soin. Donc je pense qu'à un moment donné, on est là aussi pour re-questionner, pour les faire lever la tête du guidon, l'analyse de pratique. Voilà, je pense que du coup, les équipes sont aussi en lien avec le dynamisme qu'on y met et qu'on est possible qu'on donne. Quoi. Totalement. Après la formation, alors on a notre expérience d'être humain aussi. On peut se servir de ce qu'on a vécu pour construire des choses avec les personnes. Moi, quand je suis arrivé au FASFAM, on m'a dit c'est le service animation. Oh, j'ai dit chouette, il y a un truc. Marmara. Ouais, Marmara. J'ai dit je vais pouvoir aller voir ce qui s'y fait, etc. Ça va être sympa. Et puis, on construisait des activités pour les personnes, voilà. Je trouvais ça sympa, quoi. Mais je me suis dit, mais alors qui est-ce qui travaille la citoyenneté, la participation sociale, etc. Là, il n'y avait pas grand monde, quoi. Donc les résidents, ils disaient, tiens, je m'inscris au bowling, je m'inscris... Mais la vie, c'est pas ça, quoi. Donc après, imaginons que le service d'animation, le directeur ait l'idée de le supprimer. Le service d'animation, comment on apprend à ces personnes d'être autonomes par rapport à leurs loisirs, à la gestion du temps libre, etc. Et ça, pareil, ça passe par un apprentissage. Nos jeunes, ou moins jeunes, ils vont utiliser la console vidéo, les ordinateurs, ils vont aller s'inscrire au foot, ils vont aller s'inscrire au tennis, etc. Là, si on n'a pas appris, en fait, on a aussi ces enfants qui viennent d'un secteur enfance, on fait tout pour eux. On les emmène à telle activité, on pense que ça c'est bien pour eux, etc. Quand ils arrivent sur un secteur adulte, ils ne savent pas, ils ont du mal à faire des choix, ils attendent qu'on leur propose, etc. Et moi je dis, alors à la masse, c'est aussi vrai, mais le handicap n'est pas tout à fait le même, mais on peut apprendre les personnes à faire des choix, à exprimer des choses, à dire non, là ça je veux pas de ça, je veux plutôt de ça, ou à même être force de proposition. Autrement, on voit les fauteuils tourner. On les voit tourner dans l'établissement.